Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo conseil pour être au top lors d'un entretien pour un poste de travailleur social. Aujourd'hui, je vous aide à mettre toutes les chances de votre côté, vous allez cartonner. C'est parti! Alors tout d'abord, avant de postuler, il est bon d'avoir les idées claires et de savoir où vous allez. Dans un premier temps, une question s'impose. Recherchez-vous un poste bien précis? Vous pourriez me dire oui, je veux être éducatrice spécialisée en IME, je veux être assistante de service social à la CAF, je veux être conseiller en économie sociale et familiale auprès d'un bailleur social. Ou vous pourriez me répondre que vous recherchez tout simplement un emploi dans le secteur social ou médico-social. Alors en quoi cette question est importante? Eh bien souvent, lorsqu'on a une idée précise du champ dans lequel on veut travailler, c'est parce qu'on en a connaissance ou parce que ce champ nous intéresse tout particulièrement. Du coup, on a accumulé des savoirs sur le champ d'intervention, sur les publics accueillis et on a une idée concrète des missions qui vont nous être confiées. Alors la préparation de l'entretien n'en est que facilitée, attention, ça n'empêche pas de se préparer un minimum, hein. Si en revanche vous n'avez pas d'idée précise et que vous comptez postuler à toutes les offres d'emploi qui se présentent à vous, interrogez-vous tout de même sur certains points. Même si vous n'avez pas d'idée précise, ça serait quand même vachement bien si vous pouviez trouver un poste qui vous correspond un minimum et qui vous permette surtout de vous épanouir. L'idée, c'est quand même de ne pas s'infliger trop de souffrance et cela se répercuterait de toute façon sur votre travail. Déjà, qu'est-ce qui vous anime? Vous connaissez sûrement votre système de valeurs et si tel n'est pas le cas, je vous invite simplement pour vous-même à le définir. Donc, quelles sont vos valeurs? Quelles sont ces valeurs qui sont importantes à vos yeux? Vous devriez pouvoir en lister facilement entre 5 et 10. Dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qui vous donne envie de vous investir? Qu'est-ce qui mérite d'être amélioré dans ce monde? À quel édifice souhaitez-vous apporter votre pierre? Vous êtes peut-être sensible à la question du sans-abrisme, vous avez peut-être l'âme d'un ou d'une cosmopolite, vous avez peut-être foi en le travail et en sa capacité de développer confiance et estime de soi, ou alors la protection de l'environnement est votre cheval de bataille. Peu importe où vous vous situez, mais tentez de trouver un domaine qui vous permette d'être en accord avec vous-même. Enfin, quels sont vos goûts? Certains aiment écrire, d'autres animer, d'autres encore aiment sortir de leur zone de confort et avoir un quotidien qui bouge. C'est à vous de déterminer vos préférences. Dans un deuxième temps, faites le bilan des compétences et des connaissances que vous avez pu acquérir au cours de votre vie. Outre celles qui sont intrinsèques au profil de travailleur social, l'accueil, la coélaboration de projets d'accompagnement, le suivi des projets d'accompagnement, la rédaction des écrits professionnels, la veille sociale, etc., je suis certaine que vous avez de très belles capacités. Relevez-les et mettez-les en avant le moment venu. Alors, je vous conseille de passer en revue tout votre parcours d'études. Pourquoi? Parce que certaines filières que vous avez suivies, je sais que beaucoup de travailleurs sociaux sont des personnes qui se sont reconverties, qui ont suivi un cursus universitaire par exemple, ou qui ont déjà exercé un autre emploi auparavant. En tout cas, certaines filières ont pu vous apporter des connaissances, des compétences. Peut-être que vous êtes à l'aise dans la rédaction, peut-être que vous possédez de solides bases en droit, peut-être que vous maîtrisez l'outil informatique sur le bout des doigts, ça peut être un plus et il faut vraiment ne pas hésiter à mettre en avant cela. Quelles qualités possédez-vous? Par pitié, ne tombez pas dans ces lieux communs. Je suis à l'écoute, je suis sociable, je suis altruiste. Bah oui, c'est normal, vous êtes travailleur social. Enfin, interrogez-vous sur vos limites personnelles. En termes de disponibilité et de rythme de travail, quelles sont vos contraintes personnelles et quelles sont vos priorités surtout? Certains postes exigent une disponibilité. On peut vous demander de travailler en soirée, les week-ends, de faire des astreintes. L'hébergement d'urgence, par exemple, prévoit des astreintes et une capacité à faire face aux imprévus. Travailler en CHRS
en MEX ou en foyer d'accueil médicalisé sous-entend être présent en soirée ou tôt le matin. Avec quel type de public ne vous verriez-vous pas travailler ? On a tous nos limites. Une de mes anciennes référentes de stage me disait toujours qu'elle ne pourrait absolument pas travailler avec un public accompagné en psychiatrie. Pour ma part, je ne me projette absolument pas auprès de personnes âgées. Cela dépend de la personnalité de chacun et nous sommes des humains avant tout. Certaines problématiques vous heurtent-elles ? Il est possible que ces dernières vous renvoient à votre histoire personnelle. Nous avons toutes et tous connu des événements difficiles qui nous ont profondément marqués. Se connaître soi, c'est aussi mieux appréhender et mieux accueillir l'autre dans toutes ses dimensions. Jaugez votre rapport à la violence de manière générale. Certains services y sont confrontés plus que d'autres, et la violence ne se manifeste pas de la même manière partout. Travailler avec des enfants autistes vous secouera probablement physiquement. Vous pourriez subir de la violence verbale partout. Les référents RSA, les éducs de MEX ou de CHRS vous le confirmeraient. Enfin, concernant votre mobilité, possédez-vous votre permis de conduire ? On n'en parle pas assez et c'est même plutôt tabou dans ce milieu, mais il arrive que certains travailleurs sociaux ne conduisent pas. Pour d'autres, ils possèdent leur permis de conduire mais ne se sentent pas forcément à l'aise pour prendre le volant très souvent. Veillez dans ce cas à ce que le poste n'exige pas trop de déplacements, surtout au niveau départemental, voire régional, comme c'est le cas en SAVS par exemple. Bref, que vous recherchiez un poste bien précis ou que vous soyez ouvert à plusieurs possibilités, dans tous les cas, décortiquez les annonces et n'hésitez pas à poser des questions. Il est vrai que certaines annonces sont plus ou moins détaillées, d'autres pas beaucoup. Je vous invite vraiment à poser des questions autour de vous, à des professionnels que vous connaissez, voire même à contacter directement le service que vous visez. Consultez les fiches de poste, vous en avez sur internet très souvent, alors je reconnais que tous les métiers ne sont pas forcément représentés, enfin tous les métiers du moins, tous les champs d'intervention. Lisez les projets d'établissement, alors ça c'est important parce que vous allez pouvoir aussi vous faire une idée de l'environnement de travail dans lequel vous postulez. Et puis comme je vous le disais, n'hésitez pas à échanger avec des collègues qui ont occupé ou qui occupent toujours le poste que vous visez. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes, de forums, de discussions entre professionnels du secteur social et médico-social. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à aller chercher des informations. Je suis sûre que plein de professionnels seront à même de vous répondre. Je vous propose d'aborder dès à présent les questions posées en règle générale par les recruteurs et les recruteuses. Alors bien sûr, comme pour tout entretien qui se respecte, vous allez avoir forcément droit au présentez-vous. Alors vous allez décliner bien sûr nom, prénom, âge, lieu de résidence. Alors pourquoi c'est important de le spécifier ? Eh bien tout simplement parce que les recruteurs évaluent votre proximité du lieu de travail et si par hasard il y aurait des grèves, de la neige, du verglas, ce genre de petit événement qui fait qu'on a des difficultés à se déplacer, eh bien ça rassure votre employeur de vous savoir très proche de votre lieu de travail tout simplement. Bien évidemment, vous allez évoquer votre parcours de formation, le diplôme que vous avez obtenu et puis pourquoi pas vos expériences antérieures. Alors concernant certaines informations, pour ma part, en tout cas, elles n'ont pas forcément lieu d'être mentionnées. Votre situation personnelle, par exemple, ne regarde personne. En quoi votre recruteur aurait à savoir si vous êtes célibataire, marié, veuf, etc. Je vous parle aussi des débuts de grossesse. Alors pourquoi ? Parce que sur les réseaux, très souvent, on échange entre nous, travailleurs sociaux. Et puis, j'ai vu beaucoup de femmes qui posaient la question de, voilà, je suis en recherche d'emploi en ce moment et je suis enceinte, voilà, de 2 mois par exemple, et j'ai un entretien, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, etc. Alors je pars du principe qu'il ne faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre, c'est vraiment
c'est vraiment une information qui est personnelle, à mon sens, et qui n'a pas forcément lieu d'être divulguée. Euh, Après, ça reste mon avis. On pourra vous demander si vous avez des enfants. Alors, fatalement, si on vous demande si vous avez des enfants, encore une fois, on va forcément chercher votre disponibilité. Est-ce que vous êtes une personne qui allez avoir besoin, par exemple, de vos mercredis après-midi, de ne pas finir trop tard pour aller chercher les enfants à l'école, de ne pas commencer trop tôt le matin pour, encore une fois, amener les enfants à l'école? Est-ce que vous êtes susceptible de prendre des congés enfants malades, par exemple? Voilà, toutes ces questions-là, dans votre présentation, en fait, vont aider le recruteur à évaluer votre disponibilité, votre niveau d'investissement, vos priorités dans la vie, tout simplement. Le recruteur va faire un raccourci très simple. Elle est célibataire ou il est célibataire, pardon, sans enfant. Il y a de fortes chances pour qu'il priorise son travail parce qu'il a le temps. En revanche, c'est vrai que quand on est dans une situation familiale bien installée, évidemment, les priorités ne sont pas les mêmes et c'est tout à fait normal, mais du coup, le recruteur pourrait penser que votre niveau d'investissement est un peu plus faible. Ensuite, vous allez très probablement devoir évoquer vos expériences professionnelles passées, quels services, quel champ d'intervention vous avez expérimenté et quel type de public vous avez accompagné, bien sûr. Alors, en quoi c'est intéressant pour les recruteurs et les recruteuses? Eh bien, tout simplement, ils vont pouvoir se faire une image et un profil en vérité, un profil professionnel vous concernant et créer des connexions entre ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez été capable de faire, de mettre au point, de créer, les situations que vous avez suivies, les situations que vous avez améliorées, avec le travail qu'on va vous demander bien sûr sur ce poste. Alors, il se peut que les recruteurs et les recruteuses essaient de creuser un petit peu la question de vos expériences passées en vous demandant quels axes de travail vous avez abordés avec les publics que vous avez accompagnés précédemment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour se faire une petite idée globale de vos compétences et savoir si vous allez pouvoir les transposer au poste que vous visez. Je vous donne un exemple concret. J'ai travaillé en CHRS pendant 1 an et demi et puis au terme de ce contrat, j'ai postulé dans un CARUD. Alors le CARUD, vous savez, hein, accompagne des personnes qui sont confrontées à une problématique d'addiction, une addiction ou plusieurs addictions. En tous les cas, évidemment, ce qui était intéressant pour le recruteur à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a souhaité me recevoir? C'est tout simplement parce que la problématique addiction est bien sûr une problématique que l'on retrouve en CHRS. Alors de fait, ce recruteur s'est dit c'est intéressant parce que cette personne a forcément à un moment donné dans sa petite carrière de 1 an et demi, a forcément rencontré, je vous disais, des personnes qui ont été confrontées à des problèmes d'alcool, de drogue. Voilà. Alors, ce qui a été intéressant pour lui, c'est de voir bien sûr comment je me suis positionnée. Est-ce que le fait d'accompagner des personnes qui sont sous l'emprise d'un produit est un problème pour moi ou pas? Est-ce que je connais de fait les missions du CARUD par ce travail en CHRS? Donc tout ça, ça a été abordé. Il est évident que vous n'allez pas forcément postuler au même type de poste à chaque fois, hein, mais l'idée, c'est quand même de voir que vous avez pu acquérir des compétences et des connaissances dans un domaine et que vous allez pouvoir transposer ces compétences et ces savoirs à un autre domaine d'intervention. Lors de cet entretien, n'hésitez pas, vous pouvez soulever ce que vous avez apprécié dans votre travail précédemment, les missions que vous avez aimé avoir, les activités que vous avez apprécié faire, les publics aussi, hein, pourquoi pas, que vous avez apprécié accompagner. C'est important, pourquoi? Parce que vous allez montrer au recruteur que vous être une personne qui est très au clair dans son parcours, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et que vous aussi vous avez des attentes après tout. Ne vous considérez pas comme une personne qui est en demande d'un emploi. N'essayez pas de coller toujours aux attentes des recruteurs, n'essayez pas de dire forcément tout ce qu'il a
ou elle a envie d'entendre. Ça n'a pas grand intérêt. Dans votre positionnement, dans votre point de vue, vous allez devoir montrer que vous êtes une opportunité pour ce recruteur ou cette recruteuse et non pas que vous êtes en demande et que vous avez absolument besoin de ce poste. Montrez-vous un petit peu détaché et puis surtout faites apparaître ce qui vous anime, ce que vous aimez, ce que vous savez faire. C'est d'autant plus important que d'essayer de répondre et de donner les bonnes réponses en tout cas pendant cet entretien. Alors il n'y a pas de bonne réponse puisque on attend quand même, et ça c'est valable dans tout poste, pas forcément pour un poste de travailleur social, dans tout poste on attend quand même quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui est un professionnel mais qui n'en reste pas moins une personne qui a ses attentes, qui a ses propres goûts, qui a ses propres limites, et ça c'est important de montrer que vous en avez conscience, que vous assumez ça, vous avez vos qualités, vos défauts. Vous avez vos goûts personnels, vous avez vos valeurs, vos principes de manière personnelle et c'est quelque chose que les recruteurs aiment voir. Alors je vous parlais justement pour faire transition de votre personnalité et de montrer ce en quoi vous êtes une opportunité pour cette boîte, une opportunité pour ce service. Eh bien n'hésitez pas à vous mettre en valeur. Alors c'est à ce moment que vous allez pouvoir évoquer vos loisirs, vos centres d'intérêt. Vous pratiquez un sport, mentionnez-le. S'il s'agit d'un sport collectif, ça révélera votre esprit d'équipe et votre capacité à faire cohésion. Surtout, ce qu'on apprécie dans le sport, c'est le côté force mentale. Si vous visez des institutions telles que des foyers jeunes travailleurs, des MEX, des SAMNA ou DAMNA, des CHRS, cette pratique sportive sera vraiment appréciée par les recruteurs et les recruteuses. Si vous possédez un côté artistique, ça peut être la musique, le chant, l'écriture, la peinture comme moi, vous pourrez apporter beaucoup à un service qui a une vocation éducative. Alors je me souviens avoir été choisie pour travailler en MEX, notamment parce que je pratique la peinture et le yoga, et c'est ce qui a permis aux recruteurs de déceler mes potentielles capacités à faire découvrir déjà ces disciplines aux enfants, et puis surtout à créer du lien autour d'ateliers qui leur permettraient de s'exprimer à la fois individuellement et puis collectivement. À ce moment-là, en plus, la chef de service avait l'impression que l'équipe n'investissait pas le quotidien et du coup voulait vraiment concentrer ses efforts sur un vrai lien social, une vraie cohésion au sein de ce foyer. Et j'ai eu cette chance du coup de pouvoir décrocher ce poste d'éducatrice spécialisée donc au sein de cette MEX, ce qui m'a permis effectivement de faire découvrir ces disciplines et puis surtout de réinvestir un petit peu une forme de partage en vérité avec ces jeunes filles. Alors si vous pratiquez une langue étrangère, ce sera vraiment un plus, d'autant que la réforme des diplômes inclut apparemment en formation la pratique d'une langue étrangère, ce qui est très important. Donc si vous êtes en capacité de communiquer notamment en anglais et en arabe, ce sera un vrai plus pour un poste de travailleur social en CADA, en HUDA ou encore en SAMNA. Avez-vous des aptitudes particulières liées à des formations antérieures, en interne par exemple? Alors pour ma part, j'avais suivi en interne des formations dans le domaine de l'asile. C'était un bloc de modules que j'avais suivi avec un ancien juge de la Cour nationale du droit d'asile. Ça m'avait permis à ce moment-là de maîtriser vraiment plusieurs éléments de cette demande d'asile, les recours, le récit de vie, par exemple. Et puis je me suis également formée à la systémie. Alors, je suppose que vous avez vous aussi suivi des petits modules, des petites formations, soit dans le cadre d'anciens postes, soit en externe, avec vos choix personnels. En tout cas, il faut vraiment mettre ça en avant. Ce sont des connaissances et des compétences que vous avez pu acquérir et il faut vraiment jouer dessus et ne pas hésiter à les mentionner auprès des recruteurs. Les recruteurs vont chercher à découvrir votre personnalité et voici comment. Beaucoup de recruteurs et de recruteuses demandent aux candidats de citer leurs qualités et leurs défauts. Essayez de sortir de la routine en citant « je suis sociable »,« je suis à l'écoute »,« je suis jovial », c'est un petit peu la base de la relation d'aide, donc essayez de sortir de ce cadre. Au contraire, misez sur vos propres ressources.
Être enthousiaste, positif, démontre que vous voyez toujours le verre à moitié plein, que vous savez vous appuyer sur les ressources existantes et que vous ne passerez pas votre temps à vous focaliser sur les manques et par conséquent à râler. A l'inverse, quand vous citez vos défauts, évitez les « je suis trop perfectionniste ». C'est un faux défaut puisque vous tentez par là de montrer que vous êtes un vrai bûcheur, une vraie bûcheuse. Soyez honnête pour vous-même, non pas pour les recruteurs. L'idée, ce n'est pas de leur faire plaisir, mais de vous affirmer en tant que personne. Par exemple, je suis têtu, voire obstiné. Certains recruteurs y voient un problème d'obéissance et considèrent cela comme un problème, d'autres apprécient parce qu'ils y voient de la détermination. Alors à travers cette question, les recruteurs essaient de cerner votre caractère et surtout vos attitudes, vos comportements vis-à-vis du public accueilli, mais aussi vis-à-vis de vos collaborateurs. Attention toutefois à ne pas vous montrer trop tranchant, trop tranchante. Alors je me permets tout de même un petit avertissement, si vous faites partie de ces travailleurs sociaux militants, guidés par vos valeurs, par vos principes. Alors c'est tout à votre honneur et je reconnais avoir aussi mes propres idéaux, mais attention à ne pas trop afficher justement ce militantisme, ces idéaux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que des contraintes institutionnelles peuvent entrer en confrontation avec vos valeurs. Je vais vous donner un exemple concret qui est du vécu. Lorsque je travaillais en centre d'hébergement d'urgence, le service accueillait la plupart du temps des personnes d'origine étrangère. Et puis parmi ces personnes, bien sûr, on trouvait des demandeurs d'asile et donc nous avions l'habitude avec ma collègue d'accompagner ces personnes donc en demande d'asile et puis de les accompagner jusqu'au recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile lorsqu'elles avaient obtenu un refus de l'OFPRA. Et puis un jour, ma collègue m'envoie un mail dans lequel elle m'explique qu'elle a informé un monsieur de son droit à l'aide juridictionnelle et qu'elle l'accompagnera dans ses démarches avec l'avocat. Je lui réponds OK, j'ai bien reçu le message, et puis le lendemain, cette collègue se fait convoquer par la chef de service. Il s'agissait de parler de ce mail, justement. Comment est-ce qu'elle en a eu connaissance ? Je ne sais pas. Le mystère demeure aujourd'hui. En tout cas, la direction générale, suite à cette discussion, s'est clairement positionnée auprès de nous, ma collègue et moi, pour nous indiquer qu'il nous était formellement interdit de nous présenter chez des avocates, chez des avocats dans le cadre de recours CNDA. Alors avec ma collègue, bien sûr, on a très vite compris le conflit d'intérêts, puisque la préfecture finance les centres d'hébergement d'urgence, et il était juste inconcevable à ce moment-là pour notre employeuse qu'on se positionne, nous, travailleurs sociaux, contre les décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Tout ça pour vous dire quoi ? Eh bien, que montrer vos valeurs, c'est bien, mais ne laissez surtout pas entendre que vous pourriez être guidé justement très fortement dans votre pratique par ces valeurs et que vous pourriez faire fi des contraintes institutionnelles et puis des décisions qui sont prises par votre hiérarchie. Alors le recruteur pourrait aussi vous proposer des mises en situation, par exemple, pour détecter votre positionnement, votre rapport à la hiérarchie et puis aux contraintes institutionnelles. Alors les recruteurs peuvent aussi essayer de déceler vos croyances et vos représentations du public, par exemple, du travail effectué, de l'environnement de travail, en vous posant des questions du style « Que pensez-vous de » ou « Comment imaginez-vous » telle situation. Alors pour reprendre mon exemple du CARUD, vous savez que le CARUD donc accompagne des personnes qui sont sous l'emprise de produits, donc qui connaissent une ou des addictions. Et parmi les missions du CARUD, si vous ne le savez pas, eh bien, il y a la prévention des risques liés à l'usage de ces produits. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, dans un CARUD, les éducateurs, les assistants sociaux, en général, ce sont les profils qui sont le plus recherchés, prennent un peu de temps de travail pour faire des maraudes et puis distribuer du matériel stérile aux personnes qui, par exemple, sont usagers d'héroïne, de cocaïne, etc. Alors à ce moment-là, ce qui a été intéressant pour le recruteur, c'est de savoir comment je me positionnais par rapport à cette distribution de matériel stérile.
Il est évident que les CARUD ont été et sont encore des institutions un peu pointées du doigt, puisque cette distribution de matériel, en fait, pour certaines personnes, correspond un peu à une sorte d'incitation à consommer des produits. En fait, ça n'est pas du tout la philosophie des CARUD, bien évidemment, vous l'avez compris. L'idée, c'est de dire aux gens, ok, vous êtes sous l'emprise d'un produit, vous connaissez une addiction actuellement, et nous, on va essayer de faire en sorte que votre routine soit un peu plus sécure et que vous ne contractiez pas des virus, des bactéries liées justement à la prise de ce produit. Donc ce recruteur, effectivement, m'a demandé ce que je pensais de cette distribution de matériel stérile auprès de personnes qui connaissent des addictions à la drogue et si cette idée de justement donner ce matériel pouvait me heurter, me déranger. Dans le même ordre d'idées, les recruteurs aimeraient pouvoir se faire une idée de votre manière de réagir face à certaines situations. Ils pourraient vous demander que feriez-vous dans ce cas. Alors pour ma part, lorsque j'ai passé un entretien pour travailler en MEX, j'ai travaillé en MEX pendant un an, un peu plus d'un an, on m'a demandé comment je réagissais face à une bagarre, face à une situation de violence. À ce moment-là, effectivement, le recruteur a tenté de détecter si j'étais à l'aise avec les situations de conflit qui faisaient intervenir une certaine forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, psychologique, peu importe. L'idée, c'est quand même de pouvoir, pour eux, savoir s'ils pourront compter sur vous dans certaines situations ou pas. Enfin, les recruteurs et les recruteuses vont tenter de découvrir le ou la professionnel que vous êtes. Les recruteurs vont bien sûr essayer de déceler vos compétences en termes d'accompagnement, quelle posture vous adoptez, comment vous vous positionnez face à telle ou telle situation, comment vous coélaborez un plan d'action, comment est-ce que vous l'évaluez également. Il vous demandera peut-être aussi si vous connaissez les partenaires du service que vous visez, le réseau, les dispositifs, les prestations qui y sont rattachées, et puis il interrogera sûrement vos pratiques professionnelles et votre posture. Ce que les recruteurs vont tenter de faire par là, c'est tout simplement essayer de vous projeter dans le poste que vous visez et essayer de voir si vous allez répondre aux exigences de ce poste. Alors pour cela, ils utiliseront très certainement des mises en situation professionnelle. L'idée pour eux, c'est de savoir si vous avez un minimum assimilé le cadre d'intervention. Bien évidemment, vous allez apprendre sur le terrain, bien sûr, mais en tout cas, les recruteurs vont essayer de s'assurer que vous avez bien compris ce qu'on attend de vous. Avez-vous cerné les missions? Ils vont très certainement vous en parler et puis essayer de mettre en confrontation ce que vous avez fait auparavant et ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous êtes prêt à apprendre. En gros, est-ce que vous allez être en mesure d'évoluer dans un cadre bien précis? Et puis bien sûr, question très importante, vous allez devoir poser un cadre, bien sûr, une fois que vous avez posé votre cadre d'intervention, évidemment, le public que vous accueillez et que vous accompagnez devra aussi se conformer à un cadre et ce sera à vous, bien évidemment, de le tenir. Enfin, les recruteurs vont essayer de vous projeter effectivement dans un environnement de travail bien particulier. Ils pourraient vous poser la question de quel serait le ou la collègue idéal. Alors évidemment, il attend par là de connaître vos attendus et puis surtout de savoir si vous allez pouvoir vous intégrer facilement à l'équipe déjà en place. Il pourrait vous demander aussi qu'attendez-vous de l'équipe que vous allez rejoindre. Là encore, un peu dans le même ordre d'idées, il essaiera, ou ils essaieront tout du moins, de vous interroger sur vos attendus et puis ce que vous êtes capable d'apporter en plus à cette équipe déjà en place. Alors pour conclure, restez souriant, respirez un grand coup et déculpabilisez, vous ne jouez pas votre vie. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais en début de vidéo, vous êtes une chance pour cette institution. Considérez-vous toujours comme une opportunité pour votre employeur et vos collègues. Tout le monde a son petit plus qui le rend unique. Abordez cet entretien en montrant que votre employeur a tout à y gagner avec vous. Et si vous n'êtes pas pris, ne culpabilisez pas, c'est simplement que vous n'étiez pas en connexion avec l'institution. Ça ne remet en rien en question vos compétences, vos connaissances, votre professionnalisme et votre personnalité.
Ne perdez pas de vue que vous avez beaucoup de choses à apporter à celles et ceux que vous accompagnerez, votre investissement, votre implication, votre sourire, vos qualités d'écoute, votre humour, votre enthousiasme, que sais-je encore. Bref, toute énergie positive envoyée aux autres sera reçue et appréciée. Mettez en avant tout ce que vous pouvez apporter au public, ne pensez pas performance, vous aurez tout le temps de vous imprégner de votre environnement de travail, vous apprendrez beaucoup sur le tas. Mais vos points forts, vos qualités sont en vous, les faire apparaître, c'est vous affirmer, vous montrer motivé et déterminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra surtout de préparer au mieux votre entretien pour l'aborder le plus sereinement possible. Dans ce cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à toutes celles et ceux qui en auraient besoin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos recherches. Nous restons à votre disposition, bien sûr, pour toutes vos questions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez solidaires. Ciao!